Nous allons maintenant quantifier l'équation de Dirac. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, on va faire un parallèle avec ce qu'on a déjà fait pour le champ scalaire, pour l'équation de Klein-Gordon. Dans le cas du champ scalaire qu'on avait noté phi, ce champ obéissait à une équation d'onde, l'équation de Klein-Gordon, qui dérivait, elle, d'une action, l'action du champ scalaire. Cette équation d'onde avait une solution générale qu'on pouvait écrire comme ceci. Le champ phi est un champ réel, et il y avait des coefficients dans ce développement, des coefficients AP, AP conjugués, qui sont devenus, avec la quantification des opérateurs qui détruisent et créent des bosons. D'accord? On va faire la même chose ici avec l'équation de Dirac. On a le champ psi, il obéit à l'équation de Dirac. La solution générale à l'équation de Dirac, on l'a vu, c'est quelque chose comme ceci. On connaît la forme des spineurs qui sont là. On a des coefficients C, P, S. Ces coefficients, après quantification, vont devenir des opérateurs d'annihilation et de création si on en prend le conjugué hermitien, c'est-à-dire si on remplace psi par le conjugué psi-dag. Bon, alors comment est-ce que ça procède? On doit écrire le hamiltonien qui est associé à la théorie lagrangienne qu'on a formulée pour l'équation de Dirac. Donc, on devrait normalement obtenir la densité hamiltonienne par cette formule générale où le moment conjugué ici correspond à la dérivée de la densité lagrangienne par rapport à la dérivée temporelle de psi. Alors, pour chaque composante de psi, psi alpha, où alpha est égal à 1, 2, 3, 4, il y a 4 composantes au spinner de Dirac, eh bien, on aurait un pi alpha différent. Donc, quand on fait le calcul, on regarde en fait, quelle est la forme du Lagrangien de Dirac, quel est le terme dans ce Lagrangien qui fait apparaître la dérivée par rapport au temps, mais c'est le terme qui comporte gamma 0. Et ce terme, regardez, on a la forme ici, d'accord? Donc, en fait, quand on met mu égale 0 ici, on retrouve I psi bar gamma 0. Donc, I psi bar gamma 0, c'est la composante alpha de ça qui va nous donner pi alpha. Bien sûr, d'après la définition de psi bar, c'est le psi conjugué fois gamma 0, et gamma 0 est égal, au carré est égal à 1, donc ça revient à dire que pi alpha est égal à I fois psi conjugué alpha. Et l'inverse, bien sûr, pour pi alpha bar, ou pi alpha étoile, pardon. Donc, on aurait, si on suit précisément la quantification canonique, le spinner psi alpha et le moment conjugué pi bêta devraient obéir à ces relations de commutation. Là, on est passé en mécanique quantique en douceur, c'est-à-dire qu'on a remplacé ces quantités classiques, si vous voulez, par des opérateurs. Et donc, on a remplacé le crochet de Poisson de la mécanique de Hamilton par un commutateur en mécanique quantique. Donc, dorénavant, ces quantités sont des opérateurs en mécanique quantique et on a ici un commutateur avec une fonction, un delta de Dirac et un delta de Kronecker. Pourquoi? Parce que ce sont les différentes valeurs d'alpha et bêta, qui sont les différentes composantes du spinner de Dirac, sont des variables différentes. Donc, et leurs moments conjugués ne sont conjugués que pour la même valeur de alpha. C'est pour ça qu'on a un delta alpha bêta ici. Et d'autre part, si on prenait le conjugué hermitien de pi bêta et qu'on en faisait le commutateur avec psi alpha, on obtiendrait 0. Pourquoi on obtiendrait 0? Parce qu'on pourrait considérer, vu que chaque composante de psi est complexe, que les composantes elles-mêmes et leurs conjugués complexes sont des variables indépendantes. Et donc, on aurait bien sûr un moment conjugué complexe qui est associé à la dérivée par rapport à psi conjugué complexe, et ça donnerait la même chose que de calculer directement le conjugué complexe de pi, mais on aurait ceci. Et donc, en quelque sorte, c'est comme si ce moment conjugué est indépendant de celui-là, de la même manière que psi alpha est indépendant de psi alpha étoile.
Et donc, oui, c'est ça, le commutateur de cette quantité avec cette quantité, pardon, pas avec, excusez-moi, le commutateur de cette quantité avec celle-là, ok, le psi alpha devrait donner 0. Donc, c'est pour ça qu'on a cette relation-ci. Sachant que pi alpha conjugué est proportionnel à psi alpha, c'est comme dire que psi alpha commute avec lui-même, en quelque sorte. Voilà, donc je traduis ces relations de commutation ici en les exprimant en fonction de psi seulement. Donc, autrement dit, au lieu d'écrire pi bêta, j'écris i fois psi bêta conjugué hermitien, parce que la quantité classique est conjuguée complexe. La quantité quantique, l'opérateur, va être conjugué hermitien. Donc, ce qui est conjugué complexe en classique devient conjugué hermitien en quantique. Et j'aurai forcément ces relations de commutation qui me permettraient de connaître la dynamique de ces différents opérateurs. Une fois que j'ai l'hamiltonien, que j'ai les relations de commutation, je peux calculer le commutateur du hamiltonien avec les différentes quantités, les dérivés par rapport au temps, etc. etc. Bon. Maintenant, j'ai ce développement en mode et je pourrais, à partir de ces relations de commutation, trouver des relations de commutation pour les coefficients C. En quelque sorte, le fardeau dynamique, la variable dynamique psi ici. Son statut est transféré au coefficient C. Le reste ici, ce ne sont que des fonctions, des nombres ou des spinors qu'on connaît. Ce sont des objets connus, ce ne sont pas des variables dynamiques. Les degrés de liberté du système qui sont dans psi sont équivalents, modulo cette transformation, au coefficient CPS. Donc, on peut voir ce développement en mode ici comme un simple changement de variable. C'est comme une transformée de Fourier, en quelque sorte, où on passe de certaines variables, psi R, à un autre ensemble de variables qui, elles, dépendent de P et de S. Donc, ici, on a une dépendance en R et une dépendance en indice. Je n'ai pas indiqué l'indice ici, mais c'est l'indice alpha. Et de ce côté-ci, bien, j'ai une dépendance en P et en S. Et S et alpha ne sont pas les mêmes choses, bien sûr. S numérote différentes solutions et pour chaque valeur de S, j'ai plusieurs composantes. Alors que donc, la composante alpha, l'indice alpha, se retrouverait dans cette quantité, alors que je ne l'ai pas écrit, mais donc ce spinner a 4 composantes. Bon, alors oui, voyons comment se fait le transfert des relations de commutation entre donc, ces relations-là et des relations analogues impliquant C. Donc, pour calculer les relations de commutation entre les coefficients C, il faut les isoler. Donc, on va démontrer ici cette relation qui nous permet d'inverser le développement en mode qu'on a vu précédemment. Donc, cette relation-ci est l'inverse de celle-là. Pour la vérifier, on va simplement substituer dans cette relation hypothétique donc le développement pour psi que l'on tire d'ici. Donc, en fait, on fait simplement vérifier la relation. Donc, je répète ici, je mets à la place de psi, je mets un développement comme ça avec une somme sur Q et sur S' pour ne pas utiliser les mêmes variables qui sont ici. Donc, somme sur QS', j'ai exactement la même relation ici avec ça. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai mis. Le reste est identique. J'ai ça ici et j'ai ça. Donc, je n'ai pas mis alpha explicitement. Je suppose qu'on somme sur alpha et donc que le produit qui est ici est un produit donc scalaire de spinner, si vous voulez. Quand j'écris maintenant cette relation, j'ai une intégrale sur la position, j'ai les deux exponentielles ici qui se combinent, et cette intégrale sur la position va sélectionner uniquement Q égale P. Autrement dit, ça va me donner un facteur volume fois le delta de Kronecker, delta PQ, ce qui me permet d'enlever le facteur de volume qui est ici et de réduire la somme sur P à la somme sur Q, pardon, de la réduire, de l'enlever et de remplacer Q par P partout. Donc, je demeurerai avec une somme sur S' avec U étoile, donc U conjugué PS et U PS' fois le coefficient C, maintenant PS', sommé sur S',
Alors, c'est ici qu'intervient le fait que les différentes solutions, les différents spinners pour une valeur donnée de P sont orthonormés. Donc, ça me donne un delta de Kronecker entre S et S', ce qui me donne bien CPS. Donc, ça vérifie cette formule. En prenant le conjugué hermitien, j'aurais plutôt celle-ci. La différence que j'ai maintenant un U qui n'est pas conjugué, j'ai le psi dag au lieu de psi, et l'exponentielle avec le signe inverse. Bon, alors si on calcule maintenant ce commutateur, donc je dois faire une double intégrale. Encore une fois, donc j'aurai un U conjugué et un U. Alors j'ai choisi P', S', ici j'ai mis même explicitement les valeurs de alpha et de bêta. Et le commutateur qui est ici donc va se transférer sur un commutateur entre ces opérateurs-là, donc psi alpha et psi dag bêta à une position différente R'. C'est là que j'invoque cette expression, donc ce commutateur, j'ai un delta de Kronecker à une fonction delta. Donc j'aurai une fonction delta ici, delta de Kronecker que je mets ici. La fonction delta me permet d'intégrer sur R' et de remplacer R' par R. Donc cette exponentielle deviendrait ceci. D'accord? J'ai encore une intégrale sur R que je dois faire. R n'apparaît qu'ici, et donc encore une fois, ça va me donner un delta de Kronecker sur P et P' fois un facteur volume. Donc j'aurai un delta P et P'. Ce delta PP' me permettrait d'identifier P et P' ici, et donc le produit, hein, donc ça ici, ce serait comme un produit scalaire entre les deux spinners associés à S et S', et encore une fois, comme avant, c'est aussi un delta de Kronecker en SS'. Et c'est pour ça que j'obtiens cette relation de commutation très simple. Si je fais la même chose maintenant avec C et C, au lieu de C et C dag, eh bien, j'aboutirai avec des commutateurs comme celui-ci qui donne 0, alors qu'importe les détails qu'il y aurait ici, ça donnerait encore 0 ici. Voilà. Et donc, je serais arrivé à ce point-ci à un stade qui est comparable à ce que j'avais quand j'ai obtenu les relations de commutation pour les opérateurs d'échelle dans le champ scalaire où j'ai plusieurs oscillateurs harmoniques différents. Et j'ai un Hamiltonien qui a la forme de l'oscillateur harmonique et ainsi de suite. Et je pourrais en déduire les mêmes conséquences, c'est-à-dire que ces opérateurs de création s'appliquent sur un état fondamental qu'on appelle le vide, produisent des états à une particule ou à deux particules, et ainsi de suite. Bon. Alors, il y a un problème fondamental ici, c'est que on a affaire, par hypothèse, à des fermions, pas à des bosons. Donc, clairement, la procédure que je viens de décrire a un défaut immense. Elle prédit ou elle implique nécessairement que lorsque j'échange les deux particules que je crée ici, j'obtiens un état qui est symétrique lors de l'échange. Pourquoi? Parce que des opérateurs différents, et cette relation de commutation vaut pour les opérateurs conjugués entre eux aussi. Cette relation implique que donc, les opérateurs associés à des P différents commutent entre eux. Donc, je pourrais très bien échanger ces deux facteurs sans que rien ne change. J'aurais donc un signe plus lors de l'échange. Et donc, l'état quantique à deux particules serait symétrique lors de l'échange des deux particules, ce qui est la définition même d'un boson. Donc, oui, problème fondamental. Comment est-ce que je vais régler ce problème? Donc, la solution à ce paradoxe, c'est de remplacer les commutateurs par des anticommutateurs. Un anticommutateur de deux opérateurs A et B, c'est simplement AB plus BA. Et on va le noter avec des accolades au lieu de crochets droits. Donc, c'est très ad hoc, mais ça fonctionne. Ça décrit bien les fermions. Donc, les véritables relations d'anticommutation qui sont nécessaires pour décrire le comportement ou la quantification du champ Dirac sont ces relations-ci. Ce sont des relations d'anticommutation. Donc, j'ai simplement remplacé les commutateurs par des anticommutateurs. Et la même chose vaut pour les composantes de Fourier ou les opérateurs C.
Donc, qu'arrive-t-il lorsque j'applique ces idées à un oscillateur harmonique individuel? Ça devient ce qu'on appelle un oscillateur fermionique. Donc, je remplace la relation de commutation des opérateurs d'échelle A et ADAG par une relation d'anticommutation entre C et CDAG. Sinon, c'est la même forme. Et bien sûr, C anticommute avec lui-même de la même manière que A pour l'oscillateur harmonique commute avec lui-même. Et donc, j'aurais supposément un état fondamental que j'appelle 0 et je pourrais appliquer l'opérateur d'échelle CDAG sur cet état pour obtenir un deuxième état, j'appelle 1. Et si on suivait la logique de l'oscillateur harmonique, je pourrais l'appliquer encore une fois et obtenir un état numéro 2, numéro 3, et ainsi de suite. Sauf qu'ici, lorsque j'applique l'opérateur d'échelle sur l'état 1, c'est comme appliquer CDAG deux fois sur l'état 0, mais CDAG au carré, eh bien, c'est 0. Pourquoi CDAG au carré, c'est 0? Parce que ici, cette relation veut simplement dire que C au carré est égal à 0, et donc son conjugué hermitien, CDAG au carré, aussi est égal à 0. Bien, cette relation signifie que l'état, ou plutôt l'espace de Hilbert, ne comporte que deux états, l'état 0 et l'état 1. De même, lorsque j'applique l'opérateur d'annihilation sur l'état numéro 1 ou l'opérateur d'échelle qui descend, eh bien, je vois bien que j'ai ici C fois C DAG de 0 et je sais que C appliqué sur 0 donne 0, donc je peux ajouter C DAG C à C DAG sans problème. Et bien sûr, j'ai ici la relation d'anticommutation, donc ça me donne 1, donc ça me donne 0. Donc, bref, j'obtiens l'état 1 en agissant avec C DAG sur 0 et j'obtiens l'état 0 en agissant avec C sur 1. Je peux également définir un opérateur du nombre, n, qui a la forme habituelle, comme pour l'oscillateur harmonique, C DAG C dans ce cas-ci, et je pourrais montrer facilement donc que n appliqué sur 0 me donne 0, parce que ça correspond à C qui est appliqué sur 0, alors que n appliqué sur 1, donc C DAG C appliqué sur 1, c'est comme C DAG C fois C DAG 0. Je sais que C1 me donne 0, donc j'aurai C DAG sur 0, ce qui me donne 1. Donc, bref, j'ai une valeur propre de l'opérateur n égale à 1. Donc, l'état 0 comporte 0 nombre, enfin 0 particule, on dirait, et l'état 1 en comporte une. Donc, je peux faire un peu comme dans l'oscillateur harmonique, sauf que je n'ai que deux états. En fait, ça représente généralement un système à deux niveaux. Le système à deux niveaux, bien sûr, est très répandu dans plusieurs approximations en mécanique quantique. C'est un des systèmes exactement solubles et triviaux un peu en mécanique quantique, mais donc si vous ne saviez pas, ça correspond à ce qu'on appelle l'oscillateur fermionique. Bon, le fait d'imposer ces relations d'anticommutation, si je reviens un peu en arrière, signifie que cet état maintenant est antisymétrique lorsque j'échange les deux opérateurs ici, puisqu'ils obéissent à des relations d'anticommutation, bien les échanger va changer le signe de l'état. Et j'aurais bien des fermions. Non seulement ça, mais je ne pourrais pas créer deux particules dans le même mode. Donc, si j'essaie d'appliquer deux fois cet opérateur sur 0, ce serait exactement comme ici. J'obtiendrais 0. C'est le principe de Pauli, finalement, qui se retrouve dans ces relations d'anticommutation. Donc, oui, à quoi ressemble le Hamiltonien maintenant? Donc, on a fait le parallèle avec l'oscillateur harmonique, avec le champ scalaire, mais on n'a pas démontré la forme du Hamiltonien. On peut y revenir. Le Hamiltonien, initialement, c'est donc l'intégrale de la densité hamiltonienne, c'est cette quantité-là. Ici, je vais simplement substituer ce que vaut pi alpha, c'est psi alpha conjugué fois i, donc j'aurai ça. Et je soustrais la densité lagrangienne. Donc, ici, il y a une différence intéressante, c'est que quand je regarde la composante mu égale 0 de cela, eh bien, je me rends compte que j'ai exactement le même terme ici que là, pour la composante mu égale 0. En fait, donc, ceci annule ceci exactement.
dans le cas d'un boson, j'ai un facteur, j'ai un Hamiltonien quadratique, j'ai un facteur 1/2 qui vient changer mon moins 1/2 en plus 1/2. Bon, bref, je ne perds pas le premier terme, il change de signe, etc. Mais dans ce cas-ci, le terme qui comporte la dérivée par rapport au temps disparaît. Il me reste uniquement les termes associés à mu égale 1, 2 et 3, que je peux réécrire ici comme ceci, plus le terme de masse. Donc, j'aurai essentiellement la même chose que j'avais supposé avant, c'est-à-dire que j'ai cet opérateur que j'avais écrit auparavant comme étant un H calligraphique, qui est l'espèce de Hamiltonien associé à l'équation de Dirac. Ce Hamiltonien qu'on a déjà rencontré, il a les propriétés qu'on connaît. On avait calculé les valeurs propres associées aux solutions d'onde plane d'équation de Dirac. Donc, ce Hamiltonien agissant sur U et sur E à la IPR me donnerait l'énergie EP. Alors que s'il agit sur... donc, il me donne l'énergie EP si S égale à 1, 2, pardon. Donc, si ce sont les solutions à énergie positive dont je m'occupe. Sinon, il me donnerait moins EP pour S égale 3 et 4. Donc, si je substitue dans cette expression le développement en mode qui est ici, donc c'est un exercice simple que je ne ferai pas en détail ici, je substitue là-dedans le développement en mode pour ça ici et pour ça, et je me sers de ces relations-là, j'obtiendrai à la fin, après avoir intégré sur les positions 2 fois et ainsi de suite, je me retrouverai à la fin avec une relation simple, qui est celle-ci. Le Hamiltonien est donné par la somme sur les quantités de mouvement de l'énergie EP avec des opérateurs du nombre ici, avec un signe plus pour S égale 1 et S égale 2, et un signe moins pour S égale 3 et 4. Ce qui est normal. Donc, bref, interprétation. Ceci représente le nombre de fermions de vecteurs d'onde P avec la solution numéro 1 d'énergie EP. Donc, c'est normal que leur contribution à l'énergie totale ou hamiltonien soit le nombre fois l'énergie. De même pour la solution numéro 2 qui a une énergie positive et les solutions 3 et 4 ont des énergies négatives, donc contribueraient moins EP à l'énergie totale. Bon. Je pourrais faire le même exercice. En fait, on peut montrer et ça requiert une certaine mathématique qu'on n'a pas développée ici, qu'on appelle le théorème de Noether, mais on peut montrer que l'invariance par translation de la théorie de Dirac, le fait qu'il n'y a pas de dépendance explicite de la position dans l'équation de Dirac, mène à la conservation de la quantité de mouvement total. Et il y aurait un opérateur de quantité de mouvement que j'appelle P majuscule ici, qu'on pourrait écrire aussi en fonction de psi et de ses dérivés. Et si on faisait un calcul analogue, on aurait la forme suivante, c'est-à-dire que j'aurais le nombre de fermions de vecteurs d'onde petit p fois le vecteur d'onde p, et c'est ça qui me donnerait la quantité de mouvement total si je somme toutes les contributions provenant de tous les vecteurs d'onde possibles. Intuitivement, c'est assez clair. Bon, on arrive maintenant à cette section, ou sous-section importante sur les antiparticules. On a le Hamiltonien. On a les relations de commutation. Donc, les relations d'anticommutation, je devrais dire. Donc, on est prêt à trouver les états propres, l'état fondamental pour commencer. Donc, quel serait l'état fondamental de ce Hamiltonien? Le problème vient des solutions à énergie négative. À chaque fois que je crée une particule associée à une énergie négative, donc dans l'un de ces deux états-là, je creuse l'énergie, je diminue l'énergie. Donc, j'ai avantage à en créer autant que possible. Donc, l'état fondamental est obtenu en créant toutes les particules possibles dans ces solutions-là. Donc, je prends tous les vecteurs d'onde possibles. Pour chacun de ces vecteurs d'onde, je crée une particule dans l'état 3 et dans l'état 4. J'ai un nombre infini de vecteurs d'onde. Ça semble impossible. Bien, oui, c'est là qu'il faut faire un petit effort d'imagination et supposer que ce nombre infini de vecteurs d'onde n'est pas vraiment infini, en fait, qu'il est fondamentalement fini.
qu'est-ce que ça veut dire avoir un nombre fini de vecteurs d'onde? On sait que les vecteurs d'onde sont déjà discrets parce qu'on a mis le système dans une boîte et donc ils sont bien séparés. Mais il y a quand même un nombre infini qui correspond à des longueurs d'onde de plus en plus petites. Quand la grandeur de P augmente, les longueurs d'onde sont de plus en plus petites. Parce que la position, elle, prend des valeurs continues. Pour qu'il y ait un nombre fini de vecteurs d'onde, il faudrait que la position ne puisse pas prendre des valeurs continues, mais soit définie sur une espèce de grille microscopique. Okay? Et à ce moment-là, la transformée de Fourier que j'ai effectuée deviendrait une transformée de Fourier discrète, et j'aurais autant de valeurs de P que j'ai de positions possibles. Donc, c'est ce qu'on va supposer fondamentalement, sans jamais vraiment l'expliciter, c'est-à-dire qu'on va supposer que si on creuse microscopiquement à des distances qui sont beaucoup plus petites que celles qu'on peut même mesurer ou concevoir à l'aide des expériences les plus sophistiquées, que l'espace est fondamentalement discret et non pas continu. C'est une hypothèse qui peut sembler assez farfelue. On va l'utiliser comme régulateur, comme hypothèse de travail ou hypothèse de calcul ici. Ça n'aura pas de conséquences sur la suite, mais fondamentalement, on a besoin de cette hypothèse pour éviter des problèmes liés aux quantités infinies. Donc, je vais supposer que j'ai un nombre fini de vecteurs d'onde, c'est-à-dire qu'il existe une échelle de grandeur microscopique qui serait comme un atome d'espace, si on veut, une longueur élémentaire, un peu comme le pas de réseau ou la maille élémentaire dans un solide et cette espèce d'unité fondamentale. Mais là, on s'imagine qu'on est dans une espèce de situation physiquement différente. On est dans la physique des hautes énergies, plus fondamentale, et on suppose quand même que l'espace est discret. Quelle serait la taille de ce quantum d'espace? C'est difficile à dire. Peut-être que ce serait la longueur de Planck qui fait intervenir la constante de gravité, donc qui fait intervenir les concepts de gravité quantique. Et cette longueur de Planck est de l'ordre de 10-33 cm, donc c'est 33 mètres, pardon, donc c'est infime. Les distances les plus petites que l'on peut résoudre aujourd'hui sont celles qu'on mesure dans LIGO, le détecteur d'ondes gravitationnelles, qui peut mesurer en fait des variations de distance qui sont de l'ordre de 10 à la moins 20 mètres ou à peu près. Donc, on a encore de la marge. Donc, on suppose qu'on a un nombre fini de vecteurs d'onde possibles. Donc, cet état fondamental dans lequel tous les états à énergie négative sont occupés. Donc, j'ai ici un produit sur toutes les valeurs possibles de P. J'ai un produit sur S égale 3 et 4 de tout ça ici. Donc, tous les opérateurs de création associés à ces modes sont en produit. En fait, c'est ça qui est l'objet du produit. Et tout ça agit sur le vide. Eh bien, cet état fondamental, on va l'appeler la mer de Dirac. C'est l'analogue, si vous voulez, de la mer de Fermi en physique du solide ou en physique statistique. C'est pour ça que j'ai appelé F ici. Donc, le F est pour fondamental, vraiment. Et pour ne pas avoir à travailler avec cet état compliqué constamment, je vais définir des nouveaux opérateurs qui sont maintenant des opérateurs d'annihilation d'objets différents qui vont être des antiparticules, c'est l'interprétation qu'on va leur donner. Donc, je définis un opérateur D, P1, qui serait simplement donné par CDAG de moins P4 et un DP2 qui serait CDAG de moins P3. Ces opérateurs aussi respectent des relations d'anticommutation. Donc, si je calcule l'anticommutateur de ces machins-là, je ne fais que substituer leur définition et j'aurai exactement la même chose que si j'avais mis les opérateurs C et CDAG, parce que l'anticommutateur étant symétrique, c'est AB plus BA. L'ordre dans lequel je les écris n'a pas d'importance. Hein. Autrement dit, l'anticommutateur de DDAG P'S' avec DPS, c'est le même que celui-ci. Il n'y a pas de signe. Donc, ces opérateurs obéissent aux mêmes relations d'anticommutation que les opérateurs précédents, les C et les CDAG. Ils ont le mérite, cependant, que
lorsque j'applique ces opérateurs sur cet état fondamental, bien, j'obtiens 0. Pourquoi? Parce que appliquer dp1 sur f, c'est appliquer cdag de moins p4 sur ça ici, mais l'état correspondant est déjà occupé. J'ai déjà une particule dans cet état-là. Donc, j'ai déjà un cdag moins p4 là-dedans. Donc, en appliquer 1 de plus, comme son carré est égal à 0, ça va donner 0. Même chose ici. Donc, ces opérateurs nouveaux ont le mérite qu'ils se comportent comme CP1, CP2. En effet, bien sûr, CP1 et CP2, quand je les applique sur f donne 0, tout simplement parce que les états, les valeurs S égale 1 et 2 ne sont pas incluses là-dedans. Donc, en fait, cet opérateur-là, lorsque je l'applique là-dessus, va passer directement à un signe près et s'appliquer sur 0 et donner 0, tout simplement. Donc, j'ai un avantage à faire cette transformation pour, en quelque sorte, définir un nouveau vide. Le vide qui est ici va être remplacé par cet état F, cette mère de Dirac, qui, en fonction de cet opérateur, se comporte comme un vide normal, comme dans la théorie du champ scalaire. Si j'exprime maintenant H en fonction de ces nouveaux opérateurs, donc la partie qui correspondait aux solutions à énergie négative va maintenant avoir cette forme. J'ai simplement substitué la définition ici. Donc, au lieu d'avoir C P4 DAG, j'ai D moins P1, comme ça ici. Et j'ai donc D DAG au lieu d'avoir D DAG D. Et j'ai des moins P au lieu d'avoir des plus P. Bon, je somme sur P de toute manière, donc ça n'a pas vraiment d'importance de sommer sur moins P ou sur P, ce qui fait que je vais remplacer les P par des moins P. Ça ne change rien ici. Et de toute façon, E de moins P est égal à E de P. Ça ne change pas la valeur de E. Donc, je peux faire ça sans problème. Et je vais maintenant changer l'ordre. Je vais prendre cette quantité, enfin cet opérateur, je vais le mettre ici. Je vais échanger les deux ici. Comme j'ai un anticommutateur, faire ça, ça va me donner un signe, plus une constante. Donc, la constante, pourquoi? Parce que j'ai une constante dans les relations d'anticommutation qui sont, malheureusement, je les ai ici, n'est-ce pas? Donc, j'ai le 1 ici quand P est égal à P' et que S égale à S'. J'ai un 1 ici. Donc, le fait de changer l'ordre aussi, je vais traîner cette constante, ce 1. Donc, je fais ça et j'obtiens donc un changement de signe ici. Donc, j'ai maintenant D DAG D et avec un signe plus. Et la fameuse constante que j'ai traînée, j'ai un 1 comme ça, un 1 qui vient de là, et tous les deux multiplient EP, et ça va me donner ce fait ici. J'ai moins 2 fois somme sur P de EP. Bon, c'est normal. Cette quantité représente l'énergie de la mère de Dirac. Parce que maintenant, j'ai défini le Hamiltonien comme étant cette quantité ici qui donne 0 quand je l'applique sur le fondamental, parce que les C et les D appliqués sur le fondamental donnent 0. Mais la constante qui suit me donne l'énergie de cet état fondamental. Somme sur tous les vecteurs d'onde de l'énergie associée ici. EP est positif, je vous le rappelle, mais j'ai un moins 2 ici qui me donne une énergie négative. En passant, si j'ai un nombre infini, ou quand je fais tendre vers l'infini le nombre de vecteurs d'onde, cette énergie aussi tend vers l'infini. Bon. Si je faisais le même exercice avec l'opérateur de la quantité de mouvement, j'obtiendrais ceci au départ. Okay. Et là, je pourrais encore une fois faire le changement, la commutation des deux opérateurs, mais il faudrait aussi que je change le moins P en P dans la somme, simplement pour avoir simplement D de P au lieu de D de moins P. Mais ce faisant, je changerais aussi le P qui est ici. Donc, j'aurai deux changements de signe. Un changement de signe qui provient du passage de moins P à P dans la somme et un changement de signe qui provient de l'échange de ces deux termes.
deux facteurs, pardon. Donc, j'aurais 2 moins, ce qui me donnerait à la fin cette forme. Alors, c'est pour ça qu'on a défini, c'est la raison pour laquelle on a défini cette transformation avec un moins P ici par rapport à P. Et ça complète, en fait, ça va avec l'interprétation de ces objets. Alors, parce que ces opérateurs D, en fait, détruisent des antiparticules. Ils créent des particules, ils détruisent des antiparticules. De la même manière, DDAG va être l'équivalent d'un C. Donc, DDAG P1 serait comme C de moins P4. Donc, créer un objet avec ça, c'est comme détruire une particule de quantité de mouvement opposée. Donc, c'est exactement la même chose que la théorie des trous en physique du solide, dans la théorie des bandes, n'est-ce pas? Donc, j'ai normalement la relation de dispersion des particules relativistes est comme ceci. Donc, j'ai ici, en fonction de P, j'ai l'énergie, j'ai la branche d'énergie positive, j'ai une branche d'énergie négative. La mer de Dirac, c'est cet état où toutes les valeurs de P, donc, que je suppose discrètes ici, tous les états associés à ces valeurs de P sont occupés, donc tous les niveaux d'énergie ici sont occupés, donc c'est l'état fondamental. Quand je détruis une particule d'énergie négative, c'est comme créer un trou qui aurait une énergie positive, parce que détruire une énergie négative, c'est comme créer une énergie positive. Et en fait, créer ce trou à une valeur positive de P correspondrait à enlever une quantité de mouvement P, n'est-ce pas? Donc, ce serait comme créer une quantité de mouvement opposée, moins P, ici. On peut aussi faire cette correspondance avec la charge électrique. Donc, quelle est la charge électrique ici? Comment la caractérise-t-on? Eh bien, ça nous prend une expression pour le courant électrique ou la densité de courant. La densité de courant, c'est un quadrivecteur. Et le seul quadrivecteur que j'ai à ma disposition, bien, c'est cette expression ici. Bon, alors attention, ça, je vais faire un retour en arrière, si vous me permettez. Donc, on va retourner à une partie de la section précédente sur l'équation de Dirac, un endroit où je suis allé peut-être un peu vite, mais ce qui est important de réaliser, c'est que dans l'équation de Dirac, le Lagrangien ici est un invariant de Lorentz. Donc, bien sûr, cette combinaison ici, psi bar psi, est un scalaire invariant. Et cette combinaison ici, c'est un quadrivecteur. Lorsque je le contracte avec le quadrigradient, ça me donne un invariant. Donc, forcément, cet objet est un quadrivecteur. Et si on l'exprimait en fonction des spineurs de Weyl, donc les spineurs droit et gauche, qui sont à la base des spineurs de Dirac, on verrait aussi que ce sont des quadrivecteurs, comme ce qu'on avait vu dans notre discussion de l'équation de Weyl. Donc, c'est une chose qu'il faut retenir. Je retourne où j'étais. Et donc, je suis ici. Cet objet est un quadrivecteur. Si je veux écrire le quadrivecteur courant, je n'ai pas le choix. C'est la seule option que j'ai. Je vais multiplier par la charge élémentaire, disons. On voit tout de suite que cette quantité est conservée. Donc, autrement dit, l'équation de continuité qui prend cette forme, c'est-à-dire que la quadridivergence de ça devrait donner 0. Eh bien, l'équation de continuité, je l'obtiens facilement parce que la dérivée ici va s'appliquer soit sur ce facteur, soit sur celui-ci. Donc, en développant, j'aurai cette somme de deux contributions. Et là, je peux me servir des équations de Dirac. Les équations de Dirac que j'avais avant, qui me disent essentiellement que oui, cette quantité ici, c'est la même chose que donc, ça ici. Oui, c'est la même chose que ça. OK? Et ça ici, c'est la même chose que IM psi comme ça. D'accord? Autrement dit, je vais encore retourner en arrière quelques pages et je vais aller chercher donc les deux équations de Dirac que j'avais. Celle-là. L'une qui est l'équation directe et l'autre qui est l'équation pour le conjugué complexe de psi.
Donc, on voit bien que donc, cette quantité est égale à ça, celle-là est égale à ça, il y a un changement de signe. Et donc, quand je retourne à la fin à l'expression qui est ici, je vois bien que ces deux termes vont donner ça et ça, ils vont se compenser exactement, ça donne 0. Donc, ça confirme que ce quadricourant est conservé. La composante mu égale 0 correspond à la densité de charge. Et donc, quand je l'intègre sur la position, j'obtiens la charge électrique totale. Bon, donc allons-y. J'intègre ça sur la position. J'ai donc E fois composante mu égale 0. Ici, ça me donne psi bar, gamma 0, psi. Psi bar, c'est déjà psi dag fois gamma 0. Donc, les gamma 0 au carré donnent 1. Donc, j'aurai ça. Je passe donc au développement en mode. Donc, je vais chercher le développement en mode que j'avais et qui est perdu très loin ici. Il est ici. D'accord? Ce développement en mode, je le substitue dans cette expression. Et j'obtiens ça. C'est assez attendu parce que là, bon, somme, 4 possibilités avec des plus partout. Okay. Très simple. Je remplace maintenant ces opérateurs, numéro 3 et 4, par les opérateurs D. J'obtiendrai ceci. J'ai fait un petit tour de passe-passe. Ici, j'ai déjà échangé l'ordre des deux opérateurs. Ça m'a donné un signe moins et une constante additive. Cette constante additive Q0, c'est comme la charge de la mer de Dirac. Oui, bien sûr, cette mer de Dirac, elle compte un nombre très grand de particules déjà, de charge E. Bien sûr, cette mer de Dirac va être chargée. C'est un état électriquement chargé auquel j'ai affaire. C'est un peu embêtant, n'est-ce pas? Oui. Effectivement, c'est un peu embêtant, mais il y a une porte de sortie ici. Puisque pour les électrons, ça me donne une charge négative très grande. Et pour les quarks, qui ont des charges différentes, ça me donne une charge positive. Et donc, je dois faire cet exercice-là pour chacun des leptons dans une famille de particules élémentaires. J'ai neutrinos, électrons, les quarks, etc. Et donc, si je prends la contribution de chacune des particules d'une famille de particules élémentaires, incluant tous les facteurs 3 qui sont liés à la couleur des quarks, etc., j'obtiens 0. La somme des charges électriques des espèces de particules dans une famille donne 0. Donc, cette espèce d'état fondamental, qui est ici écrit pour un type de particules, il est pris en produit tensoriel avec tous les types de particules qui existent. Il n'y a pas que les électrons et les autres types. Et donc, quand on additionne les charges électriques de ces états fondamentaux associés à toutes les particules, on trouve 0. Effectivement, il y a neutralité. Si on veut vraiment interpréter littéralement ce concept de mer de Dirac, on est forcé d'admettre, ou on est forcé de demander que la somme des charges électriques des différents types de particules, de fermions, c'est-à-dire soit nulle. Bon, donc on obtient, pour l'expression de la charge électrique, une quantité négative ici. Ce qui renforce cette interprétation en fonction de trous, n'est-ce pas? Donc, l'absence ou la destruction d'un électron, un anti-électron en quelque sorte, c'est un trou qui a une charge positive. Bon, alors c'est cette interprétation qui prévaut. Donc, les opérateurs d'EDAG vont créer des antiparticules, des anti-électrons. On va les appeler des positrons. Donc, comme on l'a expliqué dans l'intro historique, ça a pris un certain temps avant que Dirac accepte cette solution. Je vais rappeler un peu les détails. Il a premièrement émis l'hypothèse que ces solutions à énergie négative, bon, il a fait cette déduction-là, donc que ces solutions allaient décrire des particules de charge positive qui étaient des protons. Donc, il était très heureux d'avoir trouvé une théorie qui décrive à la fois les électrons et les protons, donc toutes les particules connues à l'époque, en plus du photon. Et malheureusement, il est clair, d'après ce que l'on vient de faire, que la masse, la relation de dispersion est la même pour ces particules et celles-ci. Donc la masse est la même.
Proton, électron, c'est très différent. Alors, il s'est dit peut-être que parce que ce sont des trous et que, au fond, ils occupent déjà l'état fondamental, il y a un milieu qui est tellement plein de ces particules que les interactions de ces particules vont changer la masse de ces trous. C'est pas une mauvaise idée. En fait, on pourrait même, dans la théorie dans la matière condensée, c'est un concept acceptable, mais pas dans l'équation directe, parce que la théorie est très symétrique, hein, très symétrique entre particules et antiparticules, donc c'est hors de question qu'une différence de masse puisse exister. Donc à la fin, il s'est résigné, il a simplement pensé que c'était des particules nouvelles qu'on n'avait jamais observées auparavant, des anti-électrons. Effectivement, ça a été découvert un an après, en 1932. Donc, c'est la fameuse antimatière. Et ce qui s'applique à l'équation de Dirac, donc s'applique à toutes les particules, tous les fermions élémentaires sont décrits par l'équation de Dirac, éventuellement. Donc, les neutrinos, tous les leptons, électrons, muons, tous les quarks sont des objets qui sont décrits par ce champ, on pourrait appeler un champ de Dirac, d'accord? Donc, on a un champ scalaire, on a un champ de Dirac. Donc, on a, pour chaque type de particules ou de fermions élémentaires, on a un champ de Dirac différent, un par type. Donc, il y a un champ de Dirac dans l'univers qui décrit tous les électrons, un champ de Dirac qui décrit tous les muons, et ainsi de suite. Donc, on verra plus tard qu'il y a une symétrie fondamentale qui permet d'échanger particules et antiparticules. C'est la symétrie C. Il se trouve qu'elle n'est pas exacte et qu'il y a une petite déviation par rapport à cette symétrie. On en reparlera dans l'avant-dernier chapitre du cours. Mais pour le moment, il s'agit d'une symétrie exacte dans le traitement qu'on en fait ici. Et je vais terminer avec cette expression pour le développement en mode donc, du champ de Dirac, où j'ai simplement changé donc, les solutions U3 et U4. Donc, je les ai changées, je les ai modifiées, je les appelle maintenant V, de manière à pouvoir écrire une solution numérotée de la même manière que l'opérateur D correspondant. Donc, au lieu d'avoir U3 de moins P, j'aurai ici D-DAG de P, et au lieu d'avoir le numéro 3, je vais avoir le numéro 1, et donc au lieu d'avoir U de moins P, j'aurai V de P tout simplement. Donc j'ai besoin de ce changement de notation pour avoir quelque chose qui est un peu cohérent. Et j'ai, en faisant le changement de signe de P dans le développement en mode, donc dans la somme ici, bien, au lieu d'avoir une exponentielle E à la plus IPR, j'ai une exponentielle E à la moins IPR. Donc j'ai un développement en mode un peu plus, non pas plus compliqué, je devrais dire, mais qui sous certains rapports ressemble à celui d'un boson, dans le sens que j'ai un terme en E à la IPR, un terme en E à la moins IPR, des opérateurs de création, d'annihilation, mais en plus, j'ai ces fameux spinners qui viennent compléter le développement. Et le champ psi n'est pas un champ réel, donc psi-dag, ce n'est pas la même chose que psi, ce qui fait que lorsque je prends le conjugué hermitien de ça, c'est pas comme si j'ai changé ces deux termes-là, donc c'est différent, ça crée des trucs différents avec un c-dag et un d. Voilà, donc merci de votre attention et c'est la fin du chapitre 3.